Bonjour tout le monde, alors on se retrouve aujourd'hui pour une conférence sur le test, donc le test de Douance, hein. L'annonce, donc un peu le post-test, qu'est-ce qu'on fait finalement après quand on a les résultats, et le syndrome de l'imposteur. Alors c'est lié et en même temps pas tant que ça. Euh, on va voir tout ça du coup sur la conférence d'aujourd'hui. Alors permettez-moi d'abord de me présenter parce que peut-être que tout le monde ne me connaît pas ici. Effectivement, certains me connaissent via Elle et Graine, qui est mon site. Mais voilà, au-delà de ce site, j'ai été avant tout assistante sociale, donc en inter-entreprise, spécialisée dans les risques psychosociaux, voilà, assistante sociale du travail. Je travaillais en collaboration avec la mission handicap notamment, le service de santé. Donc je connais aussi finalement la réalité qui peut se cacher derrière le syndrome de l'imposteur, où est-ce que ça peut mener. J'ai pu travailler dans des grandes entreprises internationales et notamment être dans l'accompagnement des personnes à haut potentiel, voire carrément avec des troubles du spectre autistique, notamment les Asperger, même si on les appelle plus comme ça aujourd'hui, au sein des entreprises pour les accompagner, mais c'était vraiment en tant qu'assistante sociale. Puis je me suis formée en parallèle à la médiation familiale et notamment avec la spécialisation de la communication bienveillante, qui est pour moi fondamentale dans tout ce que j'entreprends. Après, bon, bien la bienveillance, c'est un idéal. Ça veut bien dire ce que ça veut dire, c'est-à-dire que finalement, c'est quelque chose qu'on ne peut pas atteindre, mais ça donne une voie à donner, un chemin à poursuivre, si je puis dire. Donc je suis effectivement psychanalyste dans le sens où j'ai eu mon master en psychanalyse avec une spécification sur les névroses collectives au départ. J'ai commencé une double thèse en sciences d'éducation puisque j'ai aussi mes diplômes en sciences d'éducation et en psychanalyse. Euh, bon, bah après, il se trouve que bah, j'ai été maman, puis voilà, j'ai dû lancer le site à les graines. J'ai pas réussi à tout faire à la fois, ou du moins après, il s'est passé plein de petites choses qui ont fait que je n'ai pas pu poursuivre cette double thèse qui est aujourd'hui en suspens, mais je compte bien, j'espère en tout cas, un jour la reprendre. Et du coup, de fil en aiguille, avec Elle et Graine, qui était au départ un site collaboratif, avec des amis à moi, où on avait envie de partager voilà, certains savoirs et de les vulgariser. Je me suis formée petit à petit donc, au coaching, à la PNL, donc la programmation neurolinguistique. Et donc depuis début 2019, fin 2018, je me suis formée à la douance, à la perversion narcissique, à la résilience et ce qui est en lien aussi avec les enfants atypiques, mais c'est en cours, j'ai quelques formations actuellement, mais voilà, je me suis quand même spécialisée, je suis aujourd'hui spécialisée en tout cas dans l'accompagnement des adultes atypiques, ce que je vais plutôt appeler les adultes au potentiel intellectuel ou au potentiel émotionnel, c'est-à-dire les hypersensibles. J'ai également donc créé en début 2019 du coup les éditions Elle et Graines où j'écris et j'accompagne en tant qu'éditrice du coup sur certains ouvrages, toujours en lien avec la bienveillance pour voilà semer des graines un petit peu différentes. Voilà, ça c'est je vous l'ai fait vraiment en long et en large très très rapidement, mais ça donne une idée, je pense, de mon fil rouge qui est vraiment l'accompagnement, mais pour autant avec un parcours assez atypique. Mais si ça vous intéresse, il y a beaucoup plus sur mon site, du coup, sur le site Allegraine. Voilà. Donc on va commencer directement cette conférence donc sur le test, le fameux test de Douance. Alors peut-être qu'ici bah, vous connaissez davantage ce qu'on appelle le VICE ou le WAIS, tout dépend comment on l'appelle, on entend un peu les deux, hein, donc ça se dit les deux de toute façon, comme c'est pas français, bah, vous prononcez comme vous voulez. Ça ne changera rien parce que bah, voilà, le VICE c'est le test officiel en France et je tiens bien à le préciser, c'est en France. Et c'est pas pour rien que je dis ça, et on va le voir plus tard. Donc je voulais vous faire un petit point historique parce que justement je trouve que c'est toujours intéressant de replacer dans un contexte donné ce genre de choses en fait. Parce que vous allez voir qu'un test de douance, c'est quand même en corrélation avec une culture donnée, avec dans le temps historiquement aussi. Donc c'est un voilà, ça fait déjà plus d'un siècle maintenant, c'est en 1905 Binet et Simon qui crée donc la première échelle qui mesure l'intelligence. Au départ, c'est pour aider les élèves en difficulté. Alors on va pas se voiler la face, c'était un peu pour comment dire
il y avait un côté élitiste là-dedans, hein. C'était vraiment, on va classer ceux qui sont capables et ceux qui ne le seront pas, et on va faire une échelle pour démontrer qu'effectivement, scientifiquement, ces élèves de toute façon ne peuvent pas. Voilà, donc on était aussi là-dedans, mais voilà, quand on replace dans le contexte historique d'il y a un siècle, c'est quand même moins étonnant. On n'était pas comme aujourd'hui, par exemple, l'école qui se veut vecteur d'égalité des chances. On n'était pas du tout là-dedans. Donc c'est seulement en 1939, donc vous voyez quand même plus de 30 ans après, Wechsler-David qui constitue la première échelle par contre d'intelligence pour adultes. C'est-à-dire que d'une part, on quitte cette idée voilà, d'aider les élèves en difficulté et de les catégoriser, mais en fait on va essayer de catégoriser toute l'intelligence humaine. Donc on part, là on quitte le côté enfant comme vous voyez et on va sur les adultes, donc avec le Weiss. Donc on est aujourd'hui à la 5e version. Elle est sortie donc je vous dis en 2016, mais elle n'est pas encore traduite en France. Elle sortira qu'en 2020. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'en fait, chaque Weiss qui est utilisé dans le monde, donc pour les pays qui l'utilisent tout du moins, en fait, l'échelle n'est pas la même. Parce que les questions, par exemple, il y a toute une partie, je ne sais pas s'il y en a certains d'entre vous qui l'ont passé, mais il y a une partie un petit peu liée à la culture générale. Et il est évident que si on pose la question à un Américain, un Canadien, un Français, un Chinois, enfin voilà, ou encore un Marocain, un Tunisien, enfin qu'importe, on n'a pas et on ne possède pas la même culture générale, forcément. Et aussi, elle est corrélée avec le système éducatif du pays. Parce que c'est quand même un test assez scolaire qui fait référence à des exercices, que ça soit de mathématiques, de logique, puisqu'il y a par exemple des exercices, des problèmes de mathématiques ou de calcul. Et ça, c'est propre en fait au pays. Donc, il faut effectivement que chaque pays eh bien, change le test. Et c'est aussi pour ça, par exemple, que dans certains pays, eh ben, vous allez avoir des scores élevés. Vous ne pouvez pas comparer. Par exemple, en France, je crois que ça va jusqu'à 160. Dans d'autres pays comme le Japon, ça va jusqu'à 180 ou 220, je crois, en point de QI maximum. Enfin voilà. Donc vous ne pouvez pas comparer en fait les points de QI entre eux et vous ne pouvez pas comparer du coup les tests entre eux. Et par exemple, bah, quelqu'un qui est immigré ou qui viendrait en France depuis peu, qui connaît peut-être pas tout, qui n'a pas fait sa scolarité en France, va forcément avoir un résultat plus faible s'il passe le Weiss en France que de son pays d'origine. Et pourtant, il est bel et bien surdoué. Donc ça, il faut vraiment le garder en tête. 10 ans après, alors ça a eu un succès fou, bien évidemment. Il faut vraiment remettre, là encore, dans un contexte historique, parce que 1939, donc on est quand même entre deux guerres. Il y a ce boom, en fait, de l'intelligence, quand même. De ce côté vraiment très élitiste qu'on va mettre en avant. Et donc à 49, c'est pareil avec le boom de la psychologie sociale, tout ça, on est vraiment dans des années clés au niveau du développement de la psychologie. Donc on va développer ce qu'on appelle le WISC ou le WISC. Et là, c'est l'échelle pour les enfants. Donc ça va de 6 ans jusqu'à 16 ans et 11 mois. Et donc on est à la 5e version en France. Et en 67, eh bien, tellement que ça plaît, qu'il y a cette envie de faire tester son enfant, on y reviendra un peu, mais voilà. Alors, ça ne veut pas dire que ça ne sert à rien, attention, on y reviendra, mais vraiment, on sent un intérêt, en fait, du parent. Ça vient plutôt de là, on va dire. Et après, des professionnels, bien sûr, parce qu'à côté, il y a plein de problématiques, mais ça serait compliqué de développer tout aujourd'hui. Mais en tout cas, sachez que c'est qu'en 67 qu'on développe, du coup, qu'on crée que se crée WPPSI, donc pour les enfants à partir de 2 ans et demi. Et donc, on en est à la 4e version, forcément, puisque c'est venu un peu plus tard. Alors, comme je vous disais, quel test? Voilà, il y a plusieurs tests. Hein. Il n'y a pas que ceux-là qu'on connaît et dont on parle le plus. Et c'est très bien parce que finalement, ils ont été mis en place par un corpus de professionnels, de psychologues, surtout plus de psychiatres. Et ils ont un peu la même mise dessus. À tort et à raison, chacun en pense ce qu'il veut. Mais en tout cas, c'est corrélé à la culture de l'intelligence. Et quand on compare effectivement ces tests-là
dans divers pays, on se rend compte que c'est pas exactement les mêmes exercices, que ça soit en logique, que ça soit en mathématiques, bref, c'est vraiment très drôle comme on peut mettre en exergue le fait que la vision qu'on se fait de l'intelligence dans un pays n'est pas partout la même. Et du coup, ça va forcément impacter différemment, en fait, les résultats. Peut-être que dans un autre pays, malgré que vous soyez né dans ce pays-là, vous n'auriez peut-être pas été surdoué. Voilà, il y a des choses quand même au niveau de ce test-là qui questionnent. Il faut en fait, je pense, quand on parle de test, de passation, de douance, mettre toujours en fait ce côté anthropologique en place, de se dire mais qu'est-ce que c'est l'intelligence dans notre pays à nous. Donc là par exemple on est en France, on sait très bien que c'est vu très positivement, mais c'est quoi être intelligent finalement? Je ne suis pas convaincue si là on interrogeait chacun d'entre nous sur cette définition d'intelligence, on aurait la même définition. Parce que pour certains, ça va être avoir une très très grande connaissance, une grande culture générale. Pour d'autres, ça va être super bon en calcul mental. Pour d'autres, ça va être avoir une capacité de mémorisation exceptionnelle. Et ainsi de suite. Donc voilà, donc le test VAIS, VISC et WPPSI sont de vrais tests avec de réelles études derrière, avec un réel besoin de quantifier l'intelligence. Et ça encore, on se rend compte que c'est très culturel, le fait de vouloir quantifier l'intelligence, puisque c'est un test de quantification où il y a des points que l'on compte et on est sur une échelle de grandeur. Voilà. Selon le VAIS aujourd'hui, alors, officiellement est surdoué ceux qui ont plus de 130. Dans la pratique, de nombreux thérapeutes prennent en compte beaucoup de choses, on le verra plus tard, mais comme le stress, la fatigue, tout ça, et on peut estimer qu'à partir de 125, ou même avec un QI hétérogène, mais bon voilà, pareil, j'y reviendrai plus tard, mais on peut parler de douance. La moyenne étant à ce test entre 90 et 110. 90 et 110, c'est donc les neurotypiques qui correspondent à 98% de la population. Et entre le fameux 110 et 130, on va parler plutôt de neurodroitiers, des personnes qui ont une intelligence supérieure, sans parler forcément de douance. Donc il y a d'autres tests qui existent et qui sont utilisés et qui sont même des tests totalement officiels en fait dans certains pays. Donc vous en avez peut-être entendu parler ici et là parce que c'est totalement possible et il y a des thérapeutes en France, des psychologues ou des psychiatres qui les utilisent aussi. Donc on a le test de Stephen Rudolph sur les natures multiples, le test de SIC de Jean-Louis Lescaut, le test de Talent Profiler, le test de Rocamora, de Sanford Binet Simon, donc du coup Nemi, Cattell, KABC de Kaufman, la matrice de Raven, bref, voilà. Et du coup, moi j'aime bien cette citation que je vous partage aujourd'hui de Howard Gardner. C'est l'intelligence et ce à quoi une culture accorde de l'importance. Et finalement, je crois que c'est intéressant de prendre ce recul-là quand on parle de test de douance. Je vous dis ça parce que je pense que c'est pas rien de passer un test de douance et que parfois on va peut-être manquer de prise de recul. Vous allez voir. Parce que finalement, pourquoi on passe un test? Parce qu'on se questionne, inévitablement. C'est qu'à un moment donné, il y a une graine qui a germé. Et si il y avait douance? Et si j'étais surdouée? Et alors, c'est pas évident de se poser cette question parce que le poids de ce terme en français, de surdoué au potentiel, est quand même hyper difficile, très connoté, peut mettre en difficulté parce que, eh bien, derrière, on a beaucoup de préjugés. N'oublions pas que ce qui est médiatisé quand même et qu'on voit le plus à la télévision, mais parce que c'est normal, il faut faire de l'audimat. C'est ce surdoué qui réalise, je ne sais pas moi, qui se rappelle des 200 chiffres derrière la virgule, ce genre de choses. Et on se dit, bah non, mais moi je ne sais pas faire ça. Cependant, il y a un questionnement. Il y a un questionnement qui peut être aussi lié à la souffrance.
Rappelons que les personnes qui décident de passer le test, en général, quand on se questionne et qu'on veut passer le test, c'est qu'il y a quelque part une zone d'ombre, une zone de souffrance, qu'elle soit sociale, qu'elle soit enfin voilà, relationnelle, dans le travail, où il y a un manque de confiance. Parce qu'il y a plein de surdoués qui ne passeront jamais le test, ou même qui s'interrogeront même pas à savoir s'ils sont surdoués ou pas. Et donc, voilà, il y a quand même cette notion, je pense, même si souffrance est un mot peut-être un peu fort, il y a quand même, je pense, une difficulté. Et du coup, le besoin de trouver une réponse. Et donc, le besoin d'étiquette. C'est-à-dire que face à une difficulté, le surdoué de toute façon a toujours besoin de réponse. Il ne peut pas s'en empêcher. Ça va l'omnibuler jour et nuit. Ça peut prendre longtemps avant de passer le cap du test. Mais en tout cas, à un moment donné, je crois que... Parce qu'on me dit souvent, mais être surdoué, c'est une étiquette. Encore une fois, est-ce qu'on a vraiment besoin de se mettre une étiquette? Eh bien moi, j'ai envie de vous dire que pour dépasser une étiquette, il faut se la mettre. Parce que en réalité, si vous mettez pas une étiquette, le monde le fera. Les autres nous mettent des étiquettes, qu'on le veuille ou non, que ça soit conscient ou inconscient, qu'elles soient positives ou négatives. Les gens ont besoin de nous mettre des étiquettes, ont besoin de nous mettre dans des cases. Et ce qui est intéressant pour se réapproprier finalement soi-même et pour gagner en confiance, c'est de faire fi des étiquettes des autres et plutôt, eh bien, finalement, comme de choisir son étiquette quelque part, de se dire, en fait, moi j'ai fait mes recherches, et je sais que je suis ça, en fait. Et ça peut rassurer. Et c'est ça qui va permettre, je pense déjà, de se sentir mieux, de répondre à une problématique, de répondre à un questionnement ou à une souffrance, et peut-être, certainement, après, de dépasser cette étiquette. D'ailleurs, souvent, on va appeler les zèbres, parce que vous voyez, moi j'ai mis un petit fond là, vous voyez, voilà, sur l'image d'un zèbre. Parce qu'il y a cette idée de Jeanne Sofachin, hein, c'est quand même Jeanne Sofachin qui a utilisé pour la première fois le terme de zèbre. Car contrairement à un cheval, c'est un équidé indomptable qui a une soif de liberté et dont ces rayures, un peu comme voilà les empreintes que l'on a, sont propres à chaque zèbre et ne se ressemblent pas de zèbre à un zèbre. Donc c'est vrai que le zèbre, comme le neurotypique, a besoin d'étiquettes, mais a besoin aussi de dépasser ça. Et je crois que c'est très très important finalement de trouver sa propre étiquette tout seul. Et après, bien sûr, pourquoi passer le test? Parce qu'il y a un syndrome de l'imposteur. C'est pas évident à un moment donné de se dire non mais moi je me reconnais. Je me reconnais, c'est sûr, dans les caractéristiques des zèbres. Alors, je connais pas de vrai HP qui s'arrête là, honnêtement. C'est-à-dire qu'en fait, le HP, par définition, voit toujours ses propres limites. Il voit tellement ses propres limites qu'il va douter de lui. On reviendra là-dessus, mais forcément c'est à un moment donné lié. C'est-à-dire que j'en ai marre à un moment donné de me poser la question, j'ai besoin que quelqu'un qui soit formé me dise si oui ou non je fais fausse route. Parce que l'idée même de se dire, peut-être je fais fausse route, peut-être que je ne suis pas du tout surdouée, en fait, je suis peut-être autre chose, ou je ne sais pas. Et ça va déranger le HP, qui est en quête de vérité, même si on peut s'interroger sur cette notion de vérité. Mais du coup, ça peut générer un syndrome de l'imposteur, et ça peut le mettre mal à l'aise, donc à un moment donné, en général, il va vouloir passer le test. Et en ce qui concerne la passation du test pour les enfants et les adolescents, alors là on touche autre chose, parce que jusqu'à présent on était plutôt quand même sur quelque chose, plutôt des adultes, en tout cas des réflexions personnelles, bien que les adolescents, je les rapproche plutôt moi des adultes en tout cas, mais souvent les enfants et les adolescents en tout cas ne vont pas décider d'eux-mêmes de passer le test, c'est souvent les parents qui vont être aussi acteurs de cette décision, parce que c'est souvent eux qui payent en plus, mais du coup, en général quand on fait tester un enfant ou un adolescent, il y a deux choses. Soit il y a une réelle souffrance à l'école, et donc du coup, à un moment donné, on se questionne, ou quelqu'un nous, voilà, va dire, mais tu vois, il me fait penser à un enfant précoce quand même, qu'est-ce que tu en penses? Ou un professeur averti qui se dit, peut-être que ça serait ça. Donc, on se dit, pourquoi pas tenter cette voie-là? Peut-être qu'on aura des réponses. Ou bien, l'enfant s'ennuie à l'école. Socialement, ça se passe bien, mais il s'ennuie totalement. Et pour faire passer un enfant sur une classe supérieure ou dans une classe différente, la passation du test s'impose. Donc, avant le test, c'est vrai que il se passe beaucoup de choses. D'abord, je pense que c'est intéressant de comprendre les raisons. Pourquoi je veux passer ce test?
Est-ce que je veux me prouver quelque chose à moi-même? Est-ce que j'ai des choses à prouver à d'autres? Est-ce que c'est parce que j'attends que ce test m'apporte des réponses? Est-ce que j'attends que ce test me donne confiance en moi? Ça va être important parce qu'en fait, qu'est-ce que ça révèle à la fin? Est-ce que je suis prêt, est-ce que je suis prête à accepter que le test, en fait, me dise que je ne suis pas surdouée? Et ça va être important de se questionner. Bien sûr, il faut choisir un professionnel formé. Alors, je le précise bien parce que malheureusement, aujourd'hui, la plupart des professionnels qui vont faire passer, alors on va parler du Vice parce que c'est celui qui est le plus officiel, ne sont pas formés. Alors, déjà, il faut savoir qu'ils ne sont même pas peut-être formés à la passation de ce test, car peu de facs aujourd'hui en France forment les psychologues, donc qui font 5 ans de psychologie, qui sortent avec leur master 2 professionnel de psychologie. Très très peu de facs ont vraiment dans leur cursus l'explication de ce test, ou bien c'est très vite fait en 1 heure et c'est bâclé. Enfin, je veux dire, après c'est normal, hein, je leur jette pas la pierre dans le sens où il y a énormément de choses à voir dans le cursus de psychologie et que c'est quand même une spécificité que peu de psychologues vont utiliser. Donc en fait on le voit plutôt en transverse comme ça pour leur dire ah peut-être que dans votre carrière professionnelle il y aura des personnes un peu atypiques, pensez-y, qu'un test existe, enfin voilà. Je crois qu'il y a quelques facs cependant qui offrent des TD là-dedans pour la formation du test. Bon, en tout cas, sachez que n'importe quel psychologue peut acheter en ligne le test. Ça coûte entre 2 000 et 3 000 euros, je ne sais plus exactement. Et il suffit d'envoyer son diplôme, bien sûr, hein, parce que tout le monde ne peut pas l'acheter. Mais après, une fois qu'il a, alors il a la fiche de cotation, il a le test et il a l'explication pour la passation du test. Mais ça suffit pas toujours déjà pour vraiment interpréter des résultats. Et au-delà de ça, quand je parle de formation, je parle de formation pour la douance. Et alors là, par contre, il y en a encore, enfin, il y en a très très peu de vrais professionnels formés à la douance. Pourquoi? Parce qu'en fait, le test, c'est un outil. Mais un outil sans interprétation, sans formation derrière, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien parce qu'en fait, il y a trop de paramètres que le test ne prend pas en considération. Il faut quand même savoir que le VICE est un test très scolaire, ou dans le sens où ben voilà, vous êtes chronométré, il faut aller rapidement, c'est faux ou c'est juste. Voilà. Et je pense que c'est important que le professionnel aille au-delà de ça. Et notamment, elle le verra, mais sur la particularité des femmes qui ont cette tendance les femmes surdouées, à davantage se caméléoniser. Et elles vont passer un peu plus inaperçues. Et du coup, elles vont aussi avoir cette tendance peut-être à avoir l'habitude de ne pas montrer leur plein potentiel, ne pas le développer, et peut-être du coup à s'auto-saboter d'une certaine manière. Et les résultats ne seront pas du coup à la hauteur de leur douance en fait. Et donc un professionnel qui va juste s'arrêter aux chiffres, ben, en fait, il va faire fausse route quand il va poser ou pas son analyse. Il va dire, ben non, madame, vous n'êtes pas surdouée. Donc là, j'ai presque envie de dire, c'est presque criminel, quoi. Parce que qu'est-ce qui se joue derrière? Voilà. Donc, je note bien ça en disant qu'il faut donc garder en tête que c'est une photo à l'instant T. D'où la nécessité, donc, du coup, d'avoir un bon professionnel. Pourquoi? Parce que le test, c'est vraiment face à quelqu'un qui ne vous connaît pas. Ça dure quelques heures, si ce n'est plus. Ça dépend des professionnels. Certains vont vouloir vous voir avant pour une séance, pour avoir des renseignements sur votre vie, votre parcours, vont faire passer le test et vont vous revoir par la suite. Donc c'est vraiment propre à chaque professionnel. Et voilà, et je pense que c'est important de tenir compte du stress, de la fatigue, d'une prise de médicaments aussi qui peuvent affecter notamment les capacités cognitives à cet instant T de la personne. Le résultat. Donc le résultat, je pense qu'on le veuille ou non, c'est un jugement. Alors quand je parle jugement, je parle le terme jugement de façon neutre, c'est-à-dire qu'il soit positif ou négatif. Qu'on vous dise que vous soyez surdoué ou pas, ça reste un jugement. Et si vous me remettez en corrélation avec ce que je vous ai dit tout à l'heure, ce sens de la culture, hein, qu'est-ce que c'est l'intelligence pour la culture? Eh bien, c'est vrai qu'on peut quand même se questionner là-dessus. C'est-à-dire que est-ce qu'on n'est pas finalement un peu soulagé?
Et c'est vrai, soyons honnêtes, et moi je l'entends beaucoup dans les témoignages, c'est je n'ose pas passer le test parce que, oh, et si je le suis pas, la honte. Oh là là, oh, mais déjà, pour qui je me prends de penser que je peux être surdouée, et alors si je ne suis pas, mais alors là, je vais me sentir vraiment stupide d'avoir pu penser que je l'étais. Ça, je pense que ça veut quand même tout dire, ce genre de réflexion. Ça amène quand même cette idée et de préjugés qu'on a sur la douance d'être supérieur, en fait. Donc voilà, je crois qu'il faut se questionner aussi là-dessus. Donc comme je vous le dis là, il faut être honnête, donc on a le besoin de réussir, une société de compétition, de comparaison. On a envie forcément de réussir le test. Mais en fait, moi je trouve vraiment dommage parce que je crois que le test de douance, c'est pas une question d'échec ou de réussite. C'est avant tout en fait, du coup, le mot test biaise inévitablement en fait notre façon d'appréhender ce moment-là. Mais en réalité, c'est plutôt un moment d'analyse de notre comportement cognitif et émotionnel. Et je pense qu'il faut en fait le revoir comme ça. Sauf qu'on est dans une société où on se compare, où il y a une sorte de compétition. Et d'ailleurs, chez les surdoués aussi, quand vous allez dans certaines associations, comme j'ai pu voir à Mensa, ou que vous allez sur des sites ou des forums de surdoués, la question du chiffre revient. Et toi, t'as eu combien? Et il y a cette glorification, ah oui, mais moi j'ai ça, j'ai tant et tout. Je sais, à titre personnel, je ne suis jamais rentrée là-dedans. Je crois qu'à part mon mari, personne ne sait vraiment combien j'ai eu. Parce qu'en fait, je n'ai jamais donné de sens aux chiffres. Et je crois que c'est ça qui m'a permis, en tout cas personnellement, de grandir dans cette étiquette de la douance, de m'en distancier aussi et d'en faire quelque chose en tout cas de plutôt bénéfique et pas pour mon ego personnel. Mais après, je pense qu'on peut être sur cette question du chiffre à un moment donné, mais si on ne le dépasse pas, c'est vraiment dommage. Parce que c'est pas ça la douance. La douance, ce n'est pas un chiffre. Je reviens juste rapidement sur la question du QI homogène et hétérogène, parce que ça revient beaucoup. J'entends souvent dire oui, mon enfant par exemple a un QI hétérogène, donc il n'était pas calculable. Et du coup, c'est comme si on était un petit peu dans le flou. Genre, est-ce que mon enfant est vraiment surdoué? Alors déjà, c'est dommage. Je pense que les professionnels qui sont formés justement, sachez que déjà, je vais déjà arrêter cette idée-là, un QI hétérogène peut quand même se calculer. De nombreux psys le font. Je pense qu'après, ça dépend du positionnement professionnel du thérapeute. Il y en a qui ne se le sentent pas parce que voilà, le test, il a un cadre strict. Le test en lui-même, il a un cadre très strict. Et c'est pour ça que je parle de formation du professionnel. Parce que finalement, quand un parent ou un adulte vient pour passer le test, qui s'engage, parce que c'est quand même un engagement émotionnel, en temps, en énergie, en argent aussi, le chiffre en soi, je ne crois pas que ça soit le plus important. Je crois qu'il a surtout besoin qu'on réponde à cette question. Est-ce qu'il y a douance ou est-ce qu'il n'y a pas douance? Et je pense vraiment que c'est terriblement frustrant qu'un professionnel, à un moment donné, parce que par manque peut-être de compétences ou de formation, ou je ne sais pas, eh bien, ne peut pas poser clairement cette analyse. C'est pas normal. Donc après, du coup, il y a aussi cette guéguerre. Et j'en ai fait un article notamment qui a été illustré par Chloé Rayure sur mon site internet que vous pourrez retrouver sur la différence entre le QI homogène et le QI hétérogène. On le verra par la suite, il faut que j'avance assez vite là sur cette conférence, mais si vous avez des questions, j'y répondrai par la suite. On a un peu cette guerre en disant les vrais surdoués, c'est les QI homogènes. Alors non, c'est comme dire que le QI homogène, ce sont des profils laminaires, pas forcément non plus. Je crois que quand on parle de profil laminaire et complexe, là encore, c'est dommage de rester en fait sur des étiquettes figées. Surtout qu'en fait, le surdoué, par nature, navigue. En fait, je me souviens de ma formation du coup que j'ai pu faire avec Fabrice Michaud et j'ai aimé énormément cette image où il disait que c'est comme une carte sur laquelle on se déplace. Et je crois que c'est réellement ça la douance. Ce sont des êtres en déplacement. C'est pour ça qu'il est très compliqué finalement de leur faire des tests de personnalité comme le MBTI, ce genre de choses, parce que
Alors tout le monde évolue, hein, neurotypique ou neuroatypique, bien sûr, tout le monde évolue sans cesse, mais chez le HP, il y a une évolution constante, sans arrêt. C'est comme si on essayait de prendre une photo de lui et finalement que c'était toujours flou. Donc, après, je comprends qu'on ait besoin d'étiquettes, qu'on a besoin de cadres, mais c'est aussi intéressant de prendre du recul, de se déconditionner de ça, qui est créé finalement par un monde neurotypique et qui euh, est toxique pour les neuroatypiques. Et ça peut permettre, je pense, justement, cette passation du test, de dépasser tout ça. Voilà. J'espère que je vais pas trop vite, mais sinon on en reparlera après pour les questions. Le dire ou pas? Ah oui. Alors, euh, c'est vrai que c'est pas évident. Souvent on me demande mais qu'est-ce que j'en fais maintenant du résultat? Alors, ça c'est vraiment très personnel, hein. Concrètement, est-ce que vous avez le besoin de le dire? C'est aussi en lien avec les attentes du test. Comme je vous disais, c'est intéressant justement de se questionner avant le test, savoir pourquoi je le fais. Alors, des fois, on ne sait pas toujours, hein, bien sûr, mais s'il y a besoin de prouver à quelqu'un, bon, par exemple, là c'est vraiment l'exemple très simple, mais si votre enfant c'était le besoin de montrer à l'école que son comportement est lié à ça et qu'il a besoin par exemple de sauter une classe, oui, bon, ben là, les attentes du test sont très claires et donc le dire c'est très clair aussi. Je tiens à préciser que lorsqu'il s'agit de faire la passation auprès d'un enfant et d'un adolescent, il me semble primordial voilà, que l'enfant soit au courant de ce qu'il passe. Il doit être acteur de cette passation, qu'il comprenne bien qu'on ne lui fait pas passer juste des simples jeux tranquillou comme ça. Je trouve que ça, c'est vraiment malveillant. Il faut que l'enfant comprenne pourquoi, enfin, qu'il puisse comprendre pourquoi il passe ce test. Et après, du coup, il faut le lui dire. Parce que, enfin, moi, je sais par exemple qu'on a pu me le faire passer enfant et qu'on ne me l'a jamais dit. Alors, c'était une autre époque, bien sûr, mais je trouve que c'est vraiment malveillant. Ça concerne l'enfant, il est acteur du début à la fin et il a le droit de savoir pourquoi il a passé ce test et qu'est-ce qu'il dit ce test. Voilà, bah après maintenant, beaucoup de psy quand même le font, mais je tiens quand même à le repréciser. Donc, le besoin de reconnaissance, le besoin de compréhension va vous amener effectivement à vous questionner, à vous dire à qui je le dis, comment je le dis, avec quels mots je le dis. C'est vrai que c'est quelque chose qu'on m'a souvent demandé en disant, et alors maintenant, est-ce que je dis aux gens comme ça que je suis surdouée, tout ça. Alors, c'est pas évident parce que je crois qu'il faut quand même peut-être se faire à cette idée. Dans tous les cas, qu'on le soit ou pas, il y a une sorte de deuil. Il y a beaucoup d'émotions qui arrivent. Il y a de la colère, de l'incompréhension, de l'injustice. Il y en a certains et certaines qui ont eu la sensation qu'ils avaient loupé leur vie, alors que pas du tout, hein. Enfin voilà. Ce qui est intéressant, c'est que ce test, il révèle quelque chose qui a toujours existé. C'est pas d'un coup comme ça. Vous voyez? Et donc, il y a plein de choses qui se mélangent. Et c'est super intéressant justement de se dire par qui j'ai envie d'être compris et qui peut comprendre ça. Euh, et il y a possiblement ce que j'appelle une décompensation totale. Donc il y en a qui vont tout remettre en question, jusqu'à remettre en question leur couple. Ça c'est déjà vu. C'est vrai que c'est pas forcément important. Pardon, c'est pas forcément. Enfin, c'est compliqué. C'est compliqué parce que d'une part, j'ai déjà vu ça, des personnes qui vont remettre en question leur couple en disant est-ce que j'aurais fait, si je savais que j'étais surdouée, est-ce que j'aurais pu prendre la même décision de me mettre en couple avec telle ou telle personne. Et j'ai vu aussi dans le sens inverse, souvent, malheureusement, par sexisme, des femmes qui disaient à leur mari qu'elles étaient surdouées et le mari qui s'en va. Parce que ça, en fait, c'est juste impossible pour lui, il ne supporte pas cette idée-là. Ça s'est déjà vu. Donc, c'est pas rien, je pense, effectivement, de réfléchir à ça. Et je crois qu'il faut passer cette phase d'acceptation déjà pour soi-même, avant peut-être d'en parler. Et ne pas hésiter à en parler avec la personne avec qui vous avez fait la passation du test. Je crois que c'est très, très important. C'est pour ça que choisir un bon professionnel me paraît primordial. L'accompagnement post-test, donc bon, voilà, c'est ce que je vous disais. Ne pas hésiter à en parler avec le professionnel qui vous a fait passer le test ou un autre spécialiste pour dépasser les craintes, les incompréhensions et le syndrome de l'imposteur. Oui, parce que malgré un résultat parfois qui explique qu'on est eh bien,
surdoués, il y a cette phase, et il y a beaucoup, beaucoup de HP qui passent par là en disant non, mais est-ce qu'il s'est pas trompé? Est-ce qu'il a bien calculé ou est-ce que vraiment il ne dit pas n'importe quoi? Est-ce qu'il est sûr de lui? Non, mais c'est faux, ce test, c'est n'importe quoi. J'ai eu de la chance, j'étais dans un bon jour, enfin voilà. Et du coup, qu'il n'accepte pas de suite. Et je sais que moi j'en ai fait partie. Ça m'a mis des années à vraiment. Enfin voilà. Mais je crois que c'est aussi lié au préjugé, à l'idée reçue qu'on se fait de la douance. Ce côté un peu supérieur, tout ça. Parce que rares sont quand même les HP qui se sentent supérieurs au fond d'eux, même si certains ont une arrogance de façade. Ça peut arriver. Donc Edgar Morin disait l'intelligence ce n'est pas seulement ce que mesurent les tests, c'est aussi ce qui leur échappe. Et je crois qu'en fait, il y a vraiment ça à travers un test. C'est pour ça que je reviens toujours sur ça, sur cette idée. Pourquoi on veut passer le test? Parce que en fait, cette chose-là, euh, tout va découler en fait, absolument tout. Nos questionnements, le fait de comment on va digérer la nouvelle, tout ça, tout ça. Donc, ça c'était vraiment la partie sur le test. Et du coup, on va parler du syndrome de l'imposteur. Parce que qu'on passe ou pas le test, ça n'enlève rien au syndrome de l'imposteur. Souvent, on veut le passer pour cette raison, mais en fait, si on l'a avant, il y a de fortes chances qu'on l'ait après. Même s'il va avoir tendance à disparaître juste après les résultats, il va revenir. Alors, la définition. Le terme syndrome de l'imposteur a été inventé donc par les psychologues Pauline Rose Clance et Suzanne Himes en 1978. Le complexe de l'imposteur concerne des personnes qui, en dépit de leur réussite ou de preuves objectives expliquant leur situation actuelle, ne se sentent pas légitimes quant à leur statut, se cachant derrière une certaine humilité. La personne va chercher une source externe pour expliquer ses réussites, comme par exemple j'ai eu de la chance, un manque d'objectivité de l'interlocuteur, donc c'est ce que je disais voilà, après le test, après les résultats, ou bien va totalement banaliser l'acte et le fait accompli. La personne va dès lors faire preuve d'un grand perfectionnisme, croyant toujours devoir faire plus et mieux. Les personnes ayant un fort complexe de l'imposteur sont donc plus à même de faire un burn-out. Voilà, pour la définition, qu'on soit clair, tous ensemble sur la définition officielle. 60 à 70% des personnes douteraient de leur capacité, mais ont-elles vraiment ce syndrome de l'imposteur? C'est ce que je voudrais voir aujourd'hui avec vous, parce que je crois qu'il y a beaucoup de choses qui se mélangent. Alors, pourquoi le syndrome de l'imposteur? Ça peut être, la première chose, un manque de confiance. C'est la première chose qui nous vient à l'esprit quand on parle du syndrome de l'imposteur, c'est de dire que la personne a un manque de confiance dans ses capacités, dans ses compétences. Et oui, mais parce que on peut manquer de confiance et ne pas avoir le syndrome de l'imposteur. Les surdoués ressentent leurs différences et ça, je pense que c'est hyper intéressant. Et je vais reprendre cette idée du zèbre. Vous mettez un zèbre au milieu d'un troupeau de chevaux, il va se sentir différent. Tout le monde va le voir différemment, même si bon, alors là c'est des chevaux, mais c'est cette idée de il est un peu bizarre celui-là, non? Ou bien je me sens peut-être pas exactement pareil. Pourtant, ce sont tous des équidés. Et ça peut générer un syndrome de l'imposteur. Donc c'est pas forcément un manque de confiance en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a aussi l'éducation parentale. L'éducation que l'on a reçue, il y a des parents qui sont extrêmement exigeants, extrêmement perfectionnistes. Ça ne va jamais. Ils mettent la barre toujours plus haut et ils vont avoir peut-être des mots violents. Une éducation, par exemple, avec des violences éducatives ordinaires peut générer un syndrome de l'imposteur. Les croyances sur la valeur d'humilité. Il y en a qui confondent un peu tout. Il y en a qui se disent, en gros, moi, comme c'est très important d'être humble, c'est une valeur importante pour moi, eh bien, ils vont s'enfermer là-dedans, mais en fait, on peut très bien être humble sans avoir un syndrome de l'imposteur. Et aussi par convention sociale et culturelle, et notamment pour les femmes. Et là, on y revient. C'est-à-dire que on est dans une société sexiste. Je crois que ça, c'est plus à démontrer. Hein. Voilà, donc on va avoir cette tendance à demander moins aux petites filles qu'aux petits garçons sur les capacités de réalisation, sur la sphère cognitive. Comme par exemple,
A contrario, on va demander aux petites filles de développer davantage leur sphère émotionnelle qu'aux petits garçons. Le sexisme, ça va aussi dans ce sens-là, bien sûr. Dans le complexe de l'imposteur, on est bon dedans, on est très très bon, parce que une femme n'est pas au niveau. Et d'ailleurs, la preuve, elle doit sans cesse démontrer, avec pourtant capacité égale, enfin capacité, diplôme, expérience égale, qu'elle a les mêmes capacités qu'un homme. Et ce depuis le plus jeune âge. C'est dit de façon consciente ou inconsciente. Et donc forcément, elle peut développer un énorme complexe de l'imposteur. Et surtout dans certaines sphères très masculines, des métiers très masculins, où elle va avoir la sensation qu'il faut en faire toujours plus, toujours plus, toujours plus, pour être en fait considérée au moins égale aux hommes. Donc, la situation des femmes, je veux juste la développer, mais voilà, il faudrait... je pense que c'est vraiment un thème très très large, sur lesquels je ne suis pas formée. Maintenant, ça se fait de plus en plus. Il y a le nouveau livre de Kermadec à ce sujet. Je sais que Fabrice Michaud, la personne qui m'a formée justement sur la douance, propose dorénavant une formation sur les femmes. Si c'est quelque chose qui vous intéresse à titre personnel ou professionnel, je ne peux que vous le conseiller. Donc, la situation des femmes, donc... Bien sûr, ça interroge la place des femmes dans notre société. Quelle place on lui donne en réalité? Alors, certains me diront, bon, c'est bon, on a dépassé la phase où les femmes, c'est seulement à la maison, à la cuisine. Oui et non. J'ai envie de dire oui et non. Parce que c'est intéressant de savoir quel rôle on donne à la femme dans le couple et dans la société. Vraiment. Parce que même si aujourd'hui la femme a le droit de travailler, elle a quand même beaucoup plus la pression pour réussir à la fois sa vie professionnelle et sa vie personnelle. C'est-à-dire qu'encore aujourd'hui, quand par exemple, dans la vie de tous les jours, je suis persuadée que vous avez plein d'exemples, mais l'enfant est mal habillé ou la maison n'est pas forcément nettoyée ou je ne sais pas, c'est à la femme qu'on demande spontanément. Pourtant, s'il faut, elle fait le même nombre d'heures à l'extérieur de la maison, ou si ce n'est plus, mais ça va être toujours la femme qu'on va regarder pour ce genre de choses. Ça va être en fait, elle, la première responsable. Et que ça soit même les professionnels, par exemple, les médecins vont s'interroger, à savoir par exemple, est-ce que vos enfants, ils ont eu telle ou telle maladie, ils vont d'abord regarder s'il y a les deux parents, la mère. En fait, elle a cette charge mentale quand même. Donc c'est un peu compliqué, ça n'existe pas, des super-héros ou des super-héroïnes, dans le sens où quand on a une charge mentale très personnelle forte, c'est compliqué de se donner à 2000% dans la sphère professionnelle. Et donc ça peut générer un complexe de l'imposteur en disant je n'en fais pas assez, et donc se remettre en question soi-même, c'est parce que c'est pas comme ci, c'est pas comme ça, ou j'ai eu un coup de chance. Et comment aussi on met en avant les succès? Il y avait une étude en sociologie, mais j'arrive pas à me souvenir, qui démontre que un homme, on va directement en fait le féliciter pour des compétences en fait internes propres à lui, intrapsychiques vraiment, en disant félicitations, vous avez vraiment les compétences par exemple pour ce poste, tout ça. Tandis qu'une femme, on va pas directement la féliciter sur ses compétences à elle. On va davantage se dire que c'est lié, enfin, et du coup, elle va se dire que vu qu'on la félicite pas directement sur ses compétences personnelles, c'est un coup de chance. C'est voilà, parce que, ou bien j'ai de la chance, j'ai un mari aussi très présent qui me permet de le faire. Vous voyez? C'est quand même une grosse différence. Et ça nourrit inévitablement le complexe de l'imposteur. Combien de fois on l'entend ça? Non mais j'ai de la chance d'avoir un mari qui me soutient. Oui, mais ça me paraît normal. Et c'est pas parce que t'as un mari qui te soutient que tu réussis. Ah, vous voyez, c'est pas forcément lié. Donc le complexe d'imposteur, il va vraiment en fait, le souci c'est qu'il va enfermer la femme. Il va la protéger aussi parce que les femmes, elles ont beaucoup de mal à se mettre sur le devant de la scène. Elles vont être vite critiquées, elles vont sentir que ça va être plus difficile pour elles de démontrer ce qu'elles valent. Et du coup, certaines, elles vont s'enfermer là-dedans parce que ça les protège du regard des autres. Ça va les enfermer aussi dans ce qu'on appelle le complexe de l'albatros. Et donc, finalement, ce syndrome de l'imposteur, il est un peu toxique parce que d'une part, il sécurise la femme, ça lui permet de rester dans l'ombre, et comme elle a toujours connu ça, et qu'elle a peur d'être mise en lumière, voilà, ça rassure.
mais ça l'insécurise également parce que ça ne lui permettra jamais de s'épanouir et de se dépasser autant personnellement que professionnellement. Alors, comment dépasser le syndrome de l'imposteur? Hommes et femmes réunis, hein. Ouais, bien sûr. Je crois que c'est important de comprendre du coup les racines. C'est pour ça que je vous ai montré juste avant, voilà, pourquoi le syndrome de l'imposteur, il peut prendre racine dans plusieurs choses. Donc on a vu l'éducation, le manque de confiance, même les valeurs d'humilité, les conventions sociales et culturelles, voilà. Mais ça peut être aussi un peu partout et ça peut être d'autres choses également, hein. Donc il faut regarder aussi les choses factuellement, c'est-à-dire que au lieu de te dire ah ben j'ai eu de la chance, c'est qu'est-ce qui s'est passé pour que eh bien ça j'ai pu le réussir. Il faut regarder factuellement ce qui s'est passé. Ça permet, je pense aussi, de se distancier, des interprétations personnelles et donc de s'enraciner dans le complexe de l'imposteur. Il faut sortir de la comparaison. Ça, c'est dur. C'est très très difficile, comme sortir du conditionnement. Ne pas avoir peur aussi d'assumer ses compétences. Donc là, ça revient un petit peu à ce que je disais par rapport aux femmes. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on a le droit totalement de dire « mais j'ai réussi parce qu'en fait, j'ai travaillé et j'ai les compétences en fait pour y arriver. » Et voilà, c'est tout. C'est pas un manque d'humilité, c'est qu'à un moment donné, la réalité, elle est là. Peut-être qu'un environnement m'était favorable, bien sûr, mais même avec un environnement favorable, on peut se planter. Donc quelque part, je pense que c'est important aussi d'assumer ses compétences. Et d'ailleurs, si vous ne voulez pas enfermer vos enfants là-dedans, c'est important aussi de remettre dans le contexte. Quand vos enfants rentrent, je ne sais pas, avec une bonne note et puis qu'ils disent « Non, mais il était facile ce contrôle. » Et alors? Il était peut-être facile parce que tu as révisé, parce que tu as travaillé pour y arriver, parce que avec ta mémoire, et c'est pas juste une question de chance, vous voyez, genre t'es né comme ça, c'est facile pour toi. Non, en fait. On sait très bien aujourd'hui, par exemple, que la mémoire est vraiment corrélée à l'affect, à l'envie, surtout chez les surdoués. Donc ça, c'est très très important. Je crois aussi que pour dépasser un complexe de l'imposteur, il faut aussi aimer ses échecs. Et ça, c'est pas évident parce que, eh bien, quand on se renvoie à sortir de la comparaison, sortir du conditionnement, on n'est pas, nous, dans une culture d'échecs. Comparé, par exemple, à la culture anglo-saxonne, pardon, où il y a cette volonté de voir l'échec comme on sort de sa zone de confort, où c'est un challenge. En France, c'est un échec, c'est dur, c'est honteux, hein, vraiment. Alors même qu'on sait très bien qu'un enfant, avant de savoir marcher, il est tombé une vingtaine de fois, si ce n'est plus. Donc vraiment, je crois que pour sortir du syndrome de l'imposteur, il y a un travail à faire de déconditionnement sur l'échec. Le mot, alors j'utilise le mot échec volontairement parce qu'il est lourd de sens et qu'il fait peur. On imagine ça comme un énorme monstre. Mais en fait, c'est en échouant qu'on apprend. Et on a beau tous le savoir ou à le répéter des fois à nos enfants, en fait, c'est en surface. Mais alors, n'oubliez pas, là, je fais une parenthèse au niveau de la parentalité, mais l'enfant n'apprend que par l'exemple. Et surtout, les enfants précoces. Ça ne sert à rien de leur répéter 10, 20 fois, 30 fois les choses. Ils ont besoin de le palper, en fait. Et ils ont besoin de le voir. C'est-à-dire que si ils ne vous voient jamais vous mettre en situation de difficulté, ils ne vous voient jamais sortir de votre zone de confort, ils ne vous voient jamais échouer. Et comment vous faites pour rebondir? Comment vous vivez, vous, ces situations qui sont difficiles et désagréables pour tout le monde? C'est une évidence. Eh bien, il ne pourra pas, en fait. Il aura beaucoup plus de mal à dépasser ça lui-même. Donc, vous vous donnez une chance à vous en faisant ça, mais aussi à vos enfants. Voilà. Alors, cependant, il est intéressant de prendre en considération la particularité des surdoués et donc de bien faire la distinction entre le manque de confiance, le perfectionnisme, l'exigence et le complexe de l'imposteur. Êtes-vous vraiment sujet au complexe de l'imposteur? Donc, je vous propose un petit test, là, comme ça en direct. Sortez vos calculatrices. Ce n'est pas moi qui ai fait le test, c'est le test du docteur Pauline Rose. Klantz, je ne sais pas comment on dit. Pour voir si vraiment vous souffrez du syndrome de l'imposteur. Donc c'est vraiment, vous le faites pour vous, hein, je vais vous le proposer du coup. Parce que parfois il ne s'agit pas du tout de ça. Je fais juste la distinction entre perfectionnisme et exigence. Je ne sais pas si je le vois après, je ne me souviens plus si je l'ai mis après ou pas.
Non, je crois pas. Alors, c'est l'exigence. Alors, j'ai fait une petite vidéo YouTube, mais c'est vrai que, en fait, il faut pas confondre le perfectionnisme et l'exigence. L'exigence est personnelle, c'est-à-dire que moi, j'ai envie de m'améliorer, j'ai envie d'être meilleur chaque jour, de pouvoir, eh bien, peut-être en savoir davantage sur tel ou tel sujet. J'ai la sensation de ne pas être au bout de quelque chose, de creuser, j'ai ce besoin, et qu'on retrouve beaucoup chez les HP, hein. Le perfectionnisme, c'est vraiment lié au regard d'autrui. Il y a ce côté de je n'en fais pas assez. Mais par rapport à qui, par rapport à quoi? Il y a cette notion de comparaison. Il y a cette notion finalement de compétition. Même si elle n'est pas clairement admise. Et je crois que c'est intéressant de faire la distinction entre les deux. Parce que si l'exigence, en fait, ne mène pas du tout au burn-out, c'est juste quelque chose qui nous fait progresser, même si parfois ça peut être un peu douloureux, c'est vraiment le perfectionnisme qui peut générer un manque de confiance en soi, qui est dans l'auto-mutilation, l'auto-flagellation, en disant ben, je suis nul, je suis pas assez bien. C'est ça qui est intéressant, c'est ces notions de je suis pas assez bien, mais par rapport à qui, par rapport à quoi. Moi j'aime bien un coaching réinterroger les gens par rapport à ça, parce que derrière il y a des croyances à gratter en fait, que ça soit éducatif, social. Moi j'aime beaucoup travailler sur le déconditionnement parce que je suis convaincue que tout passe par là, et notamment chez le HP. Et c'est pour ça que c'est intéressant de travailler avec des personnes qui ont passé le test, parce qu'en fait, ils savent déjà qu'ils sont un peu hors normes, qui sont atypiques. Donc, ils ont plus de facilité à un moment donné à se dire, ah oui, en fait, il faut que je remette en question un petit peu ce monde qui est différent en fait de mon fonctionnement. Parce que vu qu'il y a 98% à peu près, hein, voilà, de neurotypiques dans ce monde, c'est un monde fait par les neurotypiques pour les neurotypiques. Et donc, quand on est neuroatypique, eh bien, ça demande quand même de déconstruire tout ça. Vous voyez? Donc, je crois que c'est intéressant de faire cette distinction. Allez, on y va pour le test du coup. Alors, il y a 8, 20. Ouais, il y a 20 questions. Alors, à chaque fois, ce sont des affirmations. Il faut compter les points. Alors, pas du tout vrai, c'est 1 point. Rarement, c'est 2 points. Quelquefois, c'est 3 points. Souvent, c'est 4 points. Et très vrai, c'est 5 points. Donc, à chaque fois, vous répondez dans votre tête, à savoir si cette phrase, ça vous correspond rarement, quelquefois, souvent, ou très vrai. Pas du tout vrai, pardon, pas du tout vrai, rarement, quelquefois, souvent ou très vrai. Voilà. Mais sinon, voilà, si vous voulez pas le faire là, c'est pas un souci, vous pouvez le trouver sur internet, le site, hein. Voilà, c'est donc de Pauline Clancé, C-L-A-N-C-E. Alors vous pouvez le trouver dans son livre du phénomène de l'imposteur, quand le succès vous fait sentir comme un faux. Il est à page 20-22. Alors elle a écrit il y a longtemps, c'était en 85, hein. Mais sinon, vous l'avez en version VF. Enfin, le livre a été traduit, hein, il me semble entre-temps, mais voilà, sur penserchanger.com. Moi, je l'ai retrouvé là-dessus, donc voilà. Donc, je vous lis les questions quand même, comme ça, peut-être qu'on va pouvoir le faire ensemble. Donc, 1, j'ai souvent réussi un test ou une tâche, même si j'avais peur de ne pas réussir avant d'avoir entrepris cette tâche. 2, je peux donner l'impression que je suis plus compétent que je ne le suis vraiment. 3, j'évite les évaluations si possible et je crains que les autres ne m'évaluent. 4, quand les gens me louent pour quelque chose que j'ai accompli, j'ai peur de ne pas être à la hauteur de leurs attentes. 5, je pense parfois que j'ai obtenu mon poste actuel ou mon succès actuel parce que j'étais dans le droit chemin et placé au bon endroit en connaissant les bonnes personnes. 6, j'ai peur que les gens qui sont importants pour moi découvrent que je ne suis pas capable comme ils le pensent. 7, j'ai tendance à mieux me souvenir des fois où je n'ai pas fait de mon mieux. 8, je fais rarement un projet ou une tâche aussi bien que j'aimerais le faire. 9, parfois j'ai le sentiment ou je crois que la réussite dans ma vie ou dans mon travail a été le résultat d'une erreur quelconque. 10, il m'est difficile d'accepter des compliments ou des louanges à propos de mon intelligence ou de mes réalisations. 11, parfois j'ai le sentiment que mon succès est dû à une sorte de chance. 12, je suis parfois déçue de mes réalisations actuelles et je pense que j'aurais dû accomplir beaucoup plus. 13, parfois j'ai peur que d'autres découvrent à quel point mes connaissances ou mes capacités me font défaut. 14, j'ai souvent peur d'échouer dans une nouvelle mission ou entreprise, même si je réussis généralement bien ce que je tente. 15,
Quand j'ai réussi quelque chose et que mes réalisations ont été reconnues, j'ai des doutes sur le fait que je puisse répéter ce succès. 16. Si je reçois beaucoup d'éloges et de reconnaissance pour quelque chose que j'ai accompli, j'ai tendance à négliger son importance. 17. Je compare souvent mes capacités à celles de mon entourage en les pensant moins bonnes. 18. Je crains souvent de ne pas réussir un projet ou un examen, même si d'autres autour de moi pensent que je vais bien le faire. 19. Si je reçois une promotion ou une reconnaissance, j'hésite à en parler aux autres jusqu'à que ça devienne un fait accompli. 20. Je me sens mal et découragée si je ne suis pas le meilleur ou du moins très spécial dans des situations impliquant la réussite. Donc bon, là on est allé très très vite pour l'enregistrement, mais je vous laisse bien sûr le soin de regarder et le temps de répondre. Donc avec votre petite calculatrice, après vous comptez les résultats, vous additionnez les points obtenus. Si le score total est de 40 ou moins, donc vous avez peu de caractéristiques de l'imposteur. Si le score est compris entre 41 et 60, vous avez une expérience modérée du syndrome. Si c'est entre 61 et 80, eh bien, vous avez un sentiment d'imposteur qui est fréquent. Et plus de 80, bon ben voilà, vous souffrez vraiment du syndrome de l'imposteur et ça va interférer dans votre vie personnelle et professionnelle. Alors, Pauline Rose Clance disait « Il n'existe pas de diagnostic précis, scientifique. C'est une appréhension existentielle plus qu'un syndrome médical. » Je pense que c'est important de remettre ça toujours. On est toujours dans cette idée de remettre dans un contexte. C'est-à-dire que, voilà, c'est le seul test aujourd'hui que je trouve pas mal, en tout cas que je connais et que j'ai à vous proposer. Et je trouve intéressant le recul qu'elle a là-dessus en disant « Mais ça va pas être une valeur précise parce que c'est un ressentiment. » Et je crois que c'est important en tant que surdoué de ne pas oublier que en réalité, s'il faut les réponses que vous avez aujourd'hui, ben, peut-être qu'aujourd'hui vous êtes fatigué, peut-être qu'il vous est arrivé quelque chose dans la journée ou hier ou dans la semaine qui peut affecter aussi ces résultats. Peut-être que les points seraient différents dans une semaine, un mois, enfin voilà. Donc ça c'est toujours voilà, cette idée de prendre une photo à l'instant T. Et surtout, je reviendrai sur le score entre 61 et 80. Fréquemment, le sentiment des imposteurs, les HP ont souvent ce score-là. Mais parce qu'encore une fois, comme je vous ai dit, ils voient en fait très bien leurs failles et leurs limites. Mais ils n'ont pas le syndrome de l'imposteur. C'est pour ça que je voulais vous faire ce test. Parce que je trouve que c'est important de bien le voir et le signaler. Du coup, en bref, alors, ce qui vous paraît être le syndrome de l'imposteur et ce qu'il n'est pas. Alors, ça peut être une zone de confort, comme on l'a vu. Hein, il peut enfermer et ça peut nous laisser dans l'ombre et donc ça peut nous faire du bien. Mais du coup, ça peut être aussi une zone empoisonnée parce que finalement, on ne sort jamais de l'ombre et on ne s'épanouit pas. Ça peut être une zone de transition aussi. C'est-à-dire qu'à un moment donné, j'ai peut-être besoin, le temps par exemple d'apprendre une nouvelle chose, de sortir de ma zone de confort et d'avoir ce syndrome de l'imposteur, de me sentir pas à la hauteur. Et c'est normal en fait quand on commence une nouvelle tâche, qu'on sort de sa zone de confort. Donc ça peut être une zone de transition. Ça peut être aussi une zone d'exploration. Dans le sens où en fait, quand on souffre à un moment donné temporairement, du moins, du syndrome de l'imposteur, eh bien, on apprend aussi des choses sur soi. Et ça, je trouve que c'est intéressant. C'est-à-dire que souvent, on voit ça comme « Oh, voilà, mince, je souffre du syndrome de l'imposteur » et en fait, on cristallise là-dessus. C'est dommage, parce qu'on peut en faire quelque chose de positif. En tout cas, c'est toujours mon leitmotiv, en se disant « Qu'est-ce que j'en fais maintenant ?» Parce que des fois, c'est vrai que lorsque je suis en coaching et que voilà, je parle de ça avec mes coachés, je dis « Ok, c'est vrai que tu as toutes les caractéristiques du syndrome de l'imposteur, mais maintenant, t'en fais quoi ?» Pour que justement, ça soit une zone de transition. Par contre, ce qui n'est pas, et ça c'est important, ce n'est pas une zone fantôme, c'est-à-dire qu'on ne peut pas dire que ça n'existe pas. Fantôme dans le sens où voilà, c'est quelque chose qui n'existe pas, non c'est faux. Il existe le syndrome de l'imposteur et je pense que c'est important justement de le voir pour pouvoir le dépasser. Ce n'est pas une zone frontalière dans le sens où il n'y a pas vraiment de frontière, ça ne s'arrête pas juste à quelque chose. En général, quand il y est, c'est lié à quelque chose d'important de notre vie, et c'est pour ça qu'il faut en connaître la cause, et donc il ne va pas s'arrêter, un peu comme, rappelez-vous, le nuage de Tchernobyl où ça s'arrête à la frontière. Non, en fait, ça ne s'arrête pas à la frontière de quelque chose. En général, s'il est sur un domaine, il va réapparaître sur d'autres domaines.
Ce n'est pas non plus une zone d'épanouissement. On ne peut jamais s'épanouir si on reste canalisé dans le complexe de l'imposteur. C'est pour ça que je parle de transition. Et donc, ce n'est pas une zone d'arrêt. C'est-à-dire qu'il faut pouvoir le dépasser à un moment donné. Parce que sinon, ça génère forcément de la souffrance. Du coup, je terminerai pour conclure cette conférence en disant qu'aucun zèbre, pour reprendre cette idée du zèbre, ne se ressemble. Chacun possède ses propres rayures, mais les connaître permet de les assumer et de ne plus se cacher parmi d'autres équidés. Ayez confiance dans vos différences. Parce que je crois que finalement, c'est un peu ça, cette crainte finalement de s'assumer, d'être pleinement qui on est, d'être encore une fois soumis en fait au regard de l'autre, au regard d'une société qui ne correspond pas aux surdoués, qui est fait en fait par et pour des neurotypiques et qui génère beaucoup de souffrance chez les surdoués et notamment un complexe de l'imposteur qui peut à long terme être énormément épuisant et mener au burn-out ou à la dépression. Et donc, je crois que c'est ça qui est important, c'est que le zèbre réalise qu'il a des rayures, qu'il n'a pas besoin de chercher dans un compatriote zèbre, un zèbre qui a les mêmes rayures, absolument pas, puisqu'en fait, il ne trouvera pas ça. Et qu'il faut qu'il les assume en fait. Alors, ça ne veut pas dire s'afficher avec un t-shirt « je suis surdoué partout ». Quand je dis assumer, c'est pour soi-même. Il est important d'assumer ça pour soi-même en fait. Et ça permet, je pense, de prendre une distance, une prise de recul sur le monde qui vraiment est salvatrice. En se disant, en fait, je sais que je ne vois pas les choses de la même façon, je sais que je ne les ressens pas de la même façon, et donc c'est pas anormal. Et ça, c'est arrêter de s'en comparer, et c'est avoir confiance dans sa différence. Voilà. Je vous propose une bibliographie assez riche pour aller plus loin, si jamais, effectivement, vous en avez besoin sur un peu... Alors, je pense que j'ai peut-être pas tout mis, parce que quand j'ai fait ce diaporama, c'est surtout avec mes connaissances à moi. J'ai essayé de reprendre un peu les livres que j'avais lus et qui auraient pu être en lien. Et puis, bien sûr, maintenant, je reste disponible pour les questions. Je vous remercie pour votre attention et vous pouvez me retrouver, bien sûr, sur mes différents sites et réseaux sociaux. Si vous en avez envie, je partage très très régulièrement du contenu totalement gratuit et après à chacun d'en faire ce qu'il veut pour son propre chemin. Voilà, merci beaucoup. Pour ceux et celles qui n'ont pas pu assister à la conférence mais qui ont pu écouter cet audio, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à laisser un commentaire, à laisser un petit like parce que ça me permet effectivement de voir si ça vous parle et puis à partager peut-être si jamais ça peut aider d'autres personnes. Et je vous souhaite une très belle continuation.